Le jour se levait lentement sur Montpellier, baignant la ville d'une lumière douce qui contrastait avec la tension invisible qui s'était installée dans plusieurs foyers. Dans l'appartement d'Alain, le silence pesait lourd, comme si chaque objet retenait son souffle face à l'incertitude qui le rongeait depuis plusieurs jours. Alain, assis devant son café à moitié froid, semblait ailleurs, prisonnier de ses pensées. Depuis qu'il avait été placé sous le statut de témoin assisté, son regard avait changé. Il ne s'agissait plus seulement d'inquiétude, mais d'un mélange plus complexe, fait de colère contenue, de fatigue morale et d'une méfiance grandissante envers ceux qu'il pensait autrefois indéfectibles. Parmi eux, un nom revenait sans cesse dans son esprit, Baker. Pendant ce temps, Baker, de son côté, avançait avec une détermination silencieuse. Contrairement à ce qu'Alain pouvait croire, il n'avait pas renoncé à lui. Bien au contraire, dans l'ombre, loin des regards et des suspicions, il mettait en place un plan d'une précision redoutable avec le procureur, un plan destiné à innocenter son ami sans l'exposer davantage. Ce choix, aussi stratégique soit-il, n'était pas sans conséquences. Baker savait qu'en gardant Alain dans l'ignorance, il risquait de briser définitivement leur relation. Mais il était convaincu d'une chose, la vérité ne pouvait éclater qu'à condition d'être protégée, même si cela signifiait porter seul le poids du doute et de la trahison apparente. Chez Janet, l'atmosphère était tout aussi tendue. Elle observait Alain avec une inquiétude qu'elle peinait à dissimuler. Elle savait qu'il traversait une période particulièrement fragile, coincé entre son implication dans une affaire criminelle et la rupture récente avec Elisabeth. Ce double choc le rendait imprévisible, presque à fleur de peau. Elle tenta de lui parler, de le ramener à une vision plus lucide des choses. Selon elle, Baker ne l'abandonnait pas. Il agissait, simplement différemment. Mais Alain, enfermé dans sa spirale de méfiance, n'entendait plus vraiment ce genre de discours. Pour lui, l'absence de transparence équivalait déjà à une forme de trahison. À quelques rues de là, la vie continuait, mais elle aussi portait ses propres fractures. Dans la cuisine de Sabine et Hugo, le petit déjeuner se déroulait dans une ambiance lourde, presque étouffante. Pablo, assis face à eux, évitait soigneusement leurs regards, conscient d'avoir franchi une limite qu'il ne pourrait pas effacer facilement. Hugo prit finalement la parole, avec cette prudence propre aux parents qui ne veulent pas brusquer tout en cherchant à comprendre. Il évoqua la situation avec Noura et Salomé, tentant d'ouvrir un espace de dialogue. Pablo, d'abord silencieux, finit par admettre à demi-mot qu'il avait mal agi. Mais derrière cette reconnaissance, il y avait surtout une résignation, il savait qu'il était déjà trop tard. Sabine, quant à elle, oscillait entre colère et inquiétude. Elle voyait bien que son fils se perdait dans ses émotions, incapable de faire face aux conséquences de ses actes. Pourtant, elle refusait de le condamner. Elle préférait croire, comme Ève à qui elle se confierait plus tard, que Pablo traversait simplement une phase de construction, un moment chaotique où tout semblait flou. Mais pour Noura, il n'y avait rien de flou. Le matin même, lorsqu'elle arriva au lycée accompagnée de sa mère Stéphanie, son regard était déterminé. Elle avait pris une décision, et rien ne semblait pouvoir la faire vaciller. Sa mère, touchée par son courage, tenta de l'encourager, mais Noura n'avait pas besoin de réconfort. Elle n'avait plus honte, et c'était là toute sa force. Lorsqu'elle croisa Pablo dans la cour, le face-à-face fut inévitable. Lui, maladroit, tenta de s'expliquer, de justifier son comportement en évoquant le début de leur histoire, cette fameuse randonnée où tout avait basculé. Mais ces mots arrivaient trop tard, vidés de leur sens. Noura, froide et directe, lui coupa court sans la moindre hésitation. Elle ne voulait plus entendre d'excuses. Elle ne voulait plus de lui dans sa vie. Sa voix, tranchante, mit fin à toute tentative de réconciliation. Ce moment, aussi bref soit-il, marqua un point de non-retour. Pablo resta figé, incapable de répondre, tandis que Noura s'éloignait sans se retourner, laissant derrière elle une relation brisée. Dans un autre coin de la ville, l'enquête sur la mort de Fourneau stagnait, du moins en apparence. Marc, Paloma et Marie-Sophie tentaient de recouper les différentes hypothèses, mais aucune piste ne semblait réellement s'imposer. Cette incertitude commençait à peser sur la rédaction, qui cherchait à maintenir l'intérêt du public sans tomber dans la spéculation gratuite. Marc, conscient de cet équilibre fragile, décida de préparer un article qui ferait le point sur les différentes théories envisagées par la police. L'objectif était clair, montrer que l'affaire avançait, même si la vérité restait encore hors de portée. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette vérité était sur le point d'émerger, et qu'elle allait bouleverser bien plus de vies qu'il ne l'imaginait. Pendant ce temps, Alexis, fidèle à ses convictions, continuait de défendre une idée qui lui semblait évidente, Salomé était responsable du fameux SMS. Pour lui, tout pointait dans cette direction. Il en parla même à Pablo, convaincu de détenir la vérité,
sans se douter qu'il contribuait, sans le vouloir, à isoler davantage une jeune fille déjà fragilisée. Car Salomé, de son côté, vivait une réalité bien différente. Lorsqu'elle prit son téléphone pour appeler Clara, elle ne s'attendait pas à entendre une confirmation aussi troublante. Clara ne nia pas. Au contraire, elle assuma son geste, le justifiant par une volonté d'aider, de révéler une vérité que Salomé refusait de voir. Mais derrière cette apparente bienveillance se cachait une forme de manipulation insidieuse. Clara se positionnait en guide, en protectrice, tout en imposant sa vision des choses. Salomé, déstabilisée, tenta de reprendre le contrôle de la conversation, mais elle se heurta à un mur. Clara avait déjà pris l'ascendant. Troublée, Salomé se tourna vers Alexis, espérant trouver en lui un soutien, une écoute. Elle lui révéla que Clara était à l'origine du SMS. Mais sa réaction fut à l'opposé de ce qu'elle espérait. Alexis refusa d'y croire. Pour lui, cette accusation n'avait aucun sens. Il alla même jusqu'à remettre en question la lucidité de Salomé. Ce rejet fut un choc. Salomé comprit, à cet instant précis, qu'elle était seule. Que sa parole ne valait plus rien face à des certitudes construites sans elle. Cette solitude, lourde et silencieuse, marquait le début d'une chute dont elle ne mesurait pas encore l'ampleur. Pendant ce temps, ailleurs, une autre vérité, bien plus sombre, commençait à prendre forme. Aude, accompagnée d'Alex, poursuivait ses investigations avec une rigueur implacable. Leur intuition les poussait à explorer des pistes négligées, à interroger des témoins oubliés. C'est ainsi qu'ils arrivèrent sur ce domaine, lié de près à Fourneau. Le jardinier, d'abord hésitant, finit par livrer un détail crucial. Il se souvenait des visites régulières de Fourneau, mais aussi d'une femme qui l'accompagnait autrefois. Une femme qui n'était pas Valérie. Cette précision, en apparence anodine, allait déclencher une série de révélations inattendues. Lorsqu'il fut invité à décrire cette femme, puis à participer à l'élaboration d'un portrait robot, le visage qui apparut provoqua un véritable choc. Ce visage, Aude ne pouvait l'ignorer. Il appartenait à quelqu'un de proche, quelqu'un que personne n'aurait soupçonné. À cet instant, une certitude glaçante s'imposa. Agathe n'était pas celle qu'elle prétendait être. Et alors que cette découverte commençait à peine à être digérée, un autre élément vint confirmer leurs soupçons. Les images de vidéosurveillance, enfin exploitables, révélèrent un visage. Celui de la personne qui avait déposé l'arme chez Elisabeth et Alain. Ce visage, désormais indéniable, était celui d'Agathe. Un silence lourd s'installa entre Alex et Aude. Ils savaient que cette révélation allait tout changer. Mais ils ignoraient encore à quel point elle allait détruire des vies, briser des liens et faire voler en éclats des vérités que certains préféraient ne jamais voir éclore. Dans les locaux de la police, l'atmosphère changea brusquement dès que le nom d'Agathe fut prononcé à voix haute. Ce n'était plus une hypothèse parmi d'autres, mais une piste solide, presque irréfutable. Alex, habituellement mesuré, sentit une tension inhabituelle lui parcourir le corps. Quelque chose ne collait pas depuis le début, et soudain, tout semblait s'aligner avec une précision inquiétante. Aude, elle, restait concentrée, presque froide. Elle savait que dans ce genre de situation, l'émotion pouvait brouiller les analyses. Pourtant, au fond d'elle, une certitude grandissait. Agathe n'était pas seulement une pièce du puzzle, elle en était le cœur. Et si cela se confirmait, les conséquences dépasseraient largement le cadre de l'enquête. Pendant ce temps, Agathe continuait de jouer son rôle avec une aisance déconcertante. Assise face à Valérie, elle affichait une compassion maîtrisée, choisissant ses mots avec soin pour maintenir l'illusion d'une amie dévouée. Elle évoquait l'avenir, la nécessité de se reconstruire, comme si elle cherchait à orienter doucement Valérie vers une fuite émotionnelle. Valérie, épuisée par les événements, n'avait plus la force de remettre quoi que ce soit en question. Elle écoutait, acquiesçait parfois, sans réellement analyser les propos d'Agathe. Dans son regard, il n'y avait plus que du vide, un mélange de tristesse et de lassitude. Elle ignorait encore que la personne qui lui tendait la main était celle qui avait contribué à détruire sa vie. Ce contraste, presque cruel, révélait toute la complexité de la situation. Agathe ne se contentait pas de manipuler les faits, elle manipulait les émotions, les perceptions, les failles humaines. Elle savait exactement où appuyer pour maintenir son emprise, et c'était précisément ce qui la rendait si dangereuse. Au commissariat, les images de vidéosurveillance étaient analysées image par image. Chaque détail comptait, chaque mouvement pouvait révéler une intention. Et plus les enquêteurs avançaient, plus la présence d'Agathe devenait évidente. Il ne s'agissait plus d'une simple ressemblance, c'était elle, sans aucun doute possible. Alex ressentit alors un mélange de satisfaction et d'inquiétude. Satisfaction d'avoir enfin une piste claire, inquiétude face à ce que cela impliquait. Car si Agathe avait réellement piégé Alain,
cela signifiait qu'elle avait anticipé chaque étape, chaque réaction. Elle avait construit un scénario précis, où chacun jouait un rôle sans le savoir. Cette idée le troubla profondément. Elle remettait en question la manière même dont l'enquête avait été menée jusqu'ici. Avait-on été manipulé dès le départ? Avait-on suivi des pistes volontairement semées pour détourner l'attention? Ces questions, encore sans réponse, ouvraient la porte à une réalité bien plus sombre. Dans un autre registre, la situation de Salomé continuait de se dégrader. Isolée, incomprise, elle errait dans les couloirs du lycée avec un sentiment d'injustice qui ne cessait de grandir. Elle savait ce qu'elle avait entendu, elle savait que Clara avait avoué, et pourtant, personne ne la croyait. Cette dissonance entre sa réalité et celle des autres la fragilisait de plus en plus. Lorsqu'elle repensa à la conversation avec Alexis, une douleur sourde lui serra la poitrine. Elle avait espéré trouver en lui un allié, quelqu'un capable de l'écouter sans jugement. Mais au lieu de cela, elle s'était heurtée à un mur d'incompréhension. Pour Alexis, tout était clair, et Salomé ne faisait que compliquer les choses. Cette incompréhension, répétée, finissait par ébranler sa confiance en elle. Et si elle se trompait? Et si Clara n'avait pas dit ce qu'elle croyait avoir entendu? Ses doutes, insidieux, commençaient à s'infiltrer dans son esprit, rendant la frontière entre réalité et perception de plus en plus floue. Clara, de son côté, observait la situation avec une distance presque clinique. Elle savait que ses paroles avaient eu un impact, que Salomé était déstabilisée. Mais loin de ressentir de la culpabilité, elle considérait cela comme une étape nécessaire. Pour elle, aider quelqu'un passait parfois par une forme de confrontation brutale. Cette vision, aussi déroutante soit-elle, révélait une logique interne cohérente, mais dangereuse. Clara ne voyait pas les limites de son intervention. Elle pensait agir pour le bien, sans mesurer les dégâts qu'elle pouvait provoquer. Et dans ce cas précis, ces dégâts étaient déjà visibles. Pendant ce temps, au lycée, Pablo tentait de reprendre pied. La confrontation avec Noura l'avait marqué plus qu'il ne voulait l'admettre. Il repassait la scène en boucle dans sa tête, cherchant les mots qu'il aurait dû dire, les gestes qu'il aurait dû éviter. Mais chaque réflexion le ramenait à la même conclusion, il avait été lâche. Ce constat, difficile à accepter, le plongeait dans une forme de culpabilité silencieuse. Il voyait bien que ses actes avaient eu des conséquences, qu'ils avaient blessé Noura au point de rompre tout lien. Et malgré ses tentatives pour se justifier, il savait que certaines choses ne pouvaient pas être réparées. À la maison, Sabine ressentait cette tension. Elle observait son fils avec une inquiétude croissante, consciente qu'il traversait une période charnière. Elle tenta d'en parler avec Ève, cherchant un regard extérieur, une interprétation moins émotionnelle de la situation. Ève, fidèle à son approche, invita Sabine à prendre du recul. Selon elle, Pablo n'était pas un mauvais garçon. Il était simplement perdu, en train de chercher sa place, ses sentiments, ses limites. Cette lecture, plus nuancée, permit à Sabine de relativiser, sans pour autant apaiser complètement ses inquiétudes. Car elle savait que certaines erreurs laissaient des traces durables. Dans ce contexte déjà tendu, Alain continuait de lutter contre ses propres démons. Il repensait à ses échanges avec Baker, à cette distance qui s'était installée entre eux. Il avait l'impression d'avoir été mis à l'écart, abandonné dans un moment où il avait le plus besoin de soutien. Cette sensation, injuste mais tenace, alimentait sa colère. Pourtant, au fond de lui, une part de doute subsistait. Et si Janet avait raison? Et si Baker agissait réellement pour lui, mais d'une manière qu'il ne comprenait pas encore? Cette idée, fragile, peinait à s'imposer face à l'évidence ressentie. Mais elle était là, comme une fissure dans ses certitudes. Pendant ce temps, Baker avançait dans l'ombre, poursuivant son plan avec une rigueur presque obsessionnelle. Chaque détail était pensé, chaque étape calculée. Il savait que le moindre faux pas pouvait compromettre l'ensemble de l'opération. Et surtout, il savait qu'il n'avait pas droit à l'erreur. Cette pression, il la portait seul. Il ne pouvait se confier à personne, pas même à Alain. Ce silence, nécessaire, devenait parfois difficile à supporter. Mais il l'acceptait, convaincu que c'était le prix à payer pour rétablir la vérité. Et dans cette quête, il était prêt à sacrifier bien plus que son image. Au commissariat, une nouvelle réunion fut organisée. Les éléments s'accumulaient, et il devenait urgent de structurer les informations. Aude exposa les faits avec précision, le témoignage du jardinier, le portrait robot, les images de vidéosurveillance. Tout pointait dans la même direction. Le nom d'Agathe fut prononcé une nouvelle fois, mais cette fois, il résonna différemment. Il n'était plus question de supposition, mais d'accusation. Une accusation grave, qui allait nécessiter des vérifications, des confrontations, et surtout, une stratégie adaptée pour éviter toute fuite.
Alex prit la parole, soulignant l'importance de la discrétion. Si Agathe se sentait menacée, elle pourrait tenter de disparaître, ou pire, de détruire des preuves. Il fallait agir vite, mais avec méthode. Cette course contre la montre venait de commencer, et chaque minute comptait désormais. Dans le même temps, Agathe, toujours chez Valérie, proposait de partir quelques jours, de s'éloigner de cette maison chargée de souvenirs. Cette suggestion, en apparence bienveillante, cachait en réalité une intention plus sombre. Elle cherchait à contrôler l'environnement, à éloigner Valérie de toute influence extérieure. Valérie, trop fatiguée pour résister, sembla accepter l'idée. Ce choix, anodin en apparence, pourrait bien la couper encore davantage de la vérité. Et Agathe le savait. Elle avançait avec une précision inquiétante, comme si elle avait toujours une longueur d'avance sur les autres. À cet instant précis, plusieurs destins étaient en train de converger sans le savoir. L'enquête progressait, les masques commençaient à tomber, mais les conséquences de ces révélations restaient encore invisibles. Et dans cette tension croissante, chacun avançait à sa manière, sans imaginer que le point de rupture était désormais imminent. La tension atteignait un nouveau palier au commissariat, comme si l'air lui-même s'était alourdi sous le poids des révélations. Chaque élément désormais pointait vers une seule et même personne, et pourtant, personne ne voulait encore prononcer à voix haute ce que tous pensaient. Accuser Agathe, c'était ouvrir une brèche aux conséquences incontrôlables. Alex, adossé à la table de réunion, laissait son regard se perdre quelques secondes, comme pour mesurer l'ampleur de ce basculement. Il connaissait Agathe de loin, comme beaucoup dans leur cercle élargi. Une femme discrète, présente sans jamais attirer l'attention. Rien, absolument rien, ne laissait présager une telle implication dans une affaire aussi grave. Aude, fidèle à elle-même, refusait de s'arrêter à cette impression. Pour elle, les faits parlaient d'eux-mêmes. Le témoignage du jardinier n'était pas une simple coïncidence, et le portrait robot correspondait trop précisément pour être ignoré. Mais ce qui achevait de la convaincre, c'était la vidéosurveillance, une preuve froide, objective, impossible à détourner. Dans ce type d'enquête, elle savait que l'intuition devait toujours être confrontée à la rigueur. Pourtant, cette fois, les deux convergeaient avec une netteté troublante. Agathe avait non seulement menti, mais elle avait construit un scénario complexe pour orienter les soupçons vers Alain. Et si cela était vrai, cela signifiait qu'elle avait anticipé chaque réaction, chaque faille. Pendant ce temps, Baker poursuivait son plan avec le procureur, avançant sur une ligne de crête où la moindre erreur pouvait tout faire basculer. Il savait que le moment approchait où il faudrait agir, révéler certaines cartes, peut-être même prendre des risques qu'il aurait préféré éviter. Mais il n'avait plus le choix. Ce qui le hantait, ce n'était pas seulement l'échec possible de son plan, mais le regard qu'Alain porterait sur lui lorsque la vérité éclaterait. Comprendrait-il pourquoi il avait été tenu à l'écart? Ou verrait-il uniquement la trahison? Cette incertitude, Baker la portait en silence, convaincu que le temps seul pourrait juger ses actes. Chez Alain, justement, le malaise continuait de grandir. Il avait l'impression d'être enfermé dans une réalité qui lui échappait. Chaque information, chaque réaction autour de lui semblait décalée, comme si tout le monde avançait dans une direction qu'il ne comprenait pas. Et au centre de ce flou, il y avait Baker, absent, silencieux, incompréhensible. Janet tentait encore de maintenir un équilibre fragile. Elle voyait bien que la situation risquait de déraper, que le doute d'Alain pouvait se transformer en rupture définitive. Elle choisit donc ses mots avec soin, essayant de lui faire comprendre que certaines actions ne pouvaient pas être expliquées immédiatement. Mais face à la souffrance, la logique trouvait difficilement sa place. Pendant ce temps, au lycée, la fracture entre Noura et Pablo continuait de s'élargir. Après leur confrontation, un silence pesant s'était installé, comme si chacun évoluait désormais dans un espace séparé. Pablo, isolé, observait Noura de loin, incapable de s'approcher, conscient que toute tentative serait perçue comme une intrusion. Noura, de son côté, affichait une détermination presque froide. Elle refusait de laisser la situation définir qui elle était. Ce qui s'était passé ne devait pas devenir une honte, mais une épreuve à dépasser. Cette posture, aussi forte soit-elle, demandait une énergie considérable, et seuls les plus attentifs pouvaient percevoir les fissures derrière cette façade. Flore, attentive, tenta d'apporter un peu de recul à son père Alain, sans savoir à quel point les événements étaient déjà en train de s'accélérer ailleurs. Elle lui parla de distance, de patience, de la nécessité de ne pas céder à la paranoïa. Mais ces mots, bien que sincères, se heurtaient à une réalité bien plus complexe. Au même moment, Salomé s'enfonçait dans un isolement de plus en plus pesant. Elle repensait sans cesse à cette conversation avec Clara, à cette confession qui avait tout bouleversé. Comment pouvait-elle être la seule à voir ce qui lui semblait pourtant évident?
Cette question tournait en boucle dans son esprit, alimentant un sentiment d'injustice insupportable. Lorsqu'elle croisa Alexis, elle tenta une nouvelle fois de lui faire entendre sa version. Mais la réaction fut identique, un refus catégorique, presque agacé. Pour lui, Salomé s'égarait, et il refusait de cautionner ce qu'il considérait comme des accusations absurdes. Ce rejet répété agissait comme une blessure invisible, mais profonde. Clara, quant à elle, restait fidèle à sa logique. Elle continuait de penser qu'elle avait agi pour le bien de Salomé, même si cela impliquait de provoquer un choc. Dans son esprit, il ne s'agissait pas de manipulation, mais de vérité. Une vérité que Salomé devait accepter, même si cela passait par une phase de rejet. Mais cette conviction, aussi ancrée soit-elle, ne tenait pas compte de la fragilité de Salomé. En voulant imposer sa vision, Clara contribuait à déstabiliser encore davantage une personne déjà en difficulté. Et dans ce déséquilibre, le risque de rupture devenait de plus en plus réel. Pendant ce temps, l'enquête avançait vers un point de non-retour. Aude décida de reprendre chaque élément depuis le début, cherchant à reconstituer la chronologie exacte des événements. Elle voulait comprendre non seulement ce qui s'était passé, mais surtout comment Agathe avait réussi à orchestrer tout cela sans éveiller les soupçons. Le schéma qui se dessinait était d'une redoutable efficacité. Agathe avait profité de sa proximité avec Valérie pour observer, anticiper et intervenir au moment opportun. Elle avait utilisé les failles du système, les zones d'ombre, pour construire une version des faits crédible, suffisamment solide pour orienter l'enquête dans une direction précise. Alex, en écoutant cette reconstitution, ressentit un frisson. Ce n'était pas seulement une affaire de crime, mais une démonstration de manipulation psychologique. Agathe n'avait pas simplement posé un piège, elle avait créé un contexte dans lequel ce piège devenait invisible. Dans ce contexte, la décision de passer à l'action devenait inévitable. Mais comment intervenir sans alerter Agathe? Comment recueillir suffisamment de preuves sans la pousser à fuir? Ces questions restaient en suspens, alimentant une tension croissante au sein de l'équipe. Pendant ce temps, Agathe poursuivait son jeu avec une maîtrise inquiétante. Elle accompagnait Valérie dans ses réflexions, ses doutes, ses peines, comme une ombre bienveillante. Elle parlait de reconstruction, de distance, de nouveaux départs, tout en orientant subtilement les décisions de son amie. Valérie, affaiblie, se laissait porter. Elle avait besoin de soutien, et Agathe lui en offrait un, en apparence sincère. Elle ne voyait pas les incohérences, les silences, les regards fuyants. Elle ne voyait pas que la personne en face d'elle jouait un rôle. Ce décalage entre perception et réalité rendait la situation encore plus tragique. Car lorsque la vérité éclaterait, ce ne serait pas seulement une trahison, mais un effondrement total de confiance. Et dans ce genre de chute, les conséquences dépassent souvent ce que l'on peut anticiper. Au commissariat, une décision fut finalement prise, surveiller Agathe sans intervenir immédiatement. Il fallait observer, comprendre ses mouvements, identifier ses éventuels complices. Cette phase, délicate, nécessitait une discrétion absolue. Alex et Aude se préparèrent à cette nouvelle étape, conscients que chaque détail pourrait faire la différence. Ils entraient désormais dans une zone grise, où l'attente pouvait être aussi dangereuse que l'action. Mais ils n'avaient pas le choix. La vérité était à portée de main, et il fallait s'assurer qu'elle ne leur échappe pas au dernier moment. À cet instant précis, tous les fils de l'histoire semblaient converger vers un même point. Alain, dans l'ombre, continuait de douter. Baker avançait seul avec son plan. Salomé s'enfonçait dans l'isolement. Et Agathe, au centre de tout, poursuivait son jeu sans savoir que le piège commençait lentement à se refermer sur elle. Dans l'ombre du commissariat, la stratégie mise en place autour d'Agathe prenait une tournure de plus en plus délicate. Chaque mouvement devait être anticipé, chaque décision pesée avec une précision presque chirurgicale. Alex savait que dans ce type de situation, la moindre précipitation pouvait anéantir des semaines d'enquête. Aude, elle, restait concentrée sur les détails, comme si chaque élément, aussi insignifiant soit-il, pouvait révéler une faille dans le dispositif d'Agathe. Elle relisait les rapports, repassait les images, cherchant une incohérence, une hésitation, un instant où le masque aurait pu se fissurer. Mais Agathe avait été méthodique, presque irréprochable dans son exécution. Cette absence d'erreur visible ne faisait que renforcer l'inquiétude. Car plus un plan semblait parfait, plus il cachait une préparation en profondeur. Et dans ce cas précis, cela signifiait qu'Agathe n'avait pas agi sur un coup de tête. Elle avait réfléchi, planifié, attendu le bon moment. Une telle détermination ne pouvait être ignorée. Pendant ce temps, Baker avançait vers une étape décisive de son propre plan. Les échanges avec le procureur s'étaient intensifiés, et il devenait évident qu'une action concrète allait bientôt être lancée.
Mais ce qui le préoccupait le plus, ce n'était pas tant le déroulement juridique que l'impact humain de ce qu'il faisait. Il savait qu'en maintenant Alain à l'écart, il creusait un fossé qui pourrait ne jamais se refermer. Pourtant, il continuait, convaincu que la vérité, une fois révélée, justifierait ses choix. Cette conviction était sa seule boussole dans un contexte où chaque décision semblait porter en elle une part de risque. Chez Alain, cette distance devenait insupportable. Il se sentait exclu de sa propre histoire, comme si les événements se déroulaient sans lui, malgré le fait qu'il en soit au centre. Cette sensation d'impuissance nourrissait une frustration qui menaçait de se transformer en rupture définitive avec Baker. Janet observait cette évolution avec inquiétude. Elle comprenait la logique de Baker, mais elle voyait aussi les dégâts qu'elle causait. Elle tenta une nouvelle fois de rassurer Alain, de lui faire comprendre que certaines vérités demandaient du temps pour émerger. Mais ces mots semblaient glisser sur lui sans réellement l'atteindre. Dans un autre registre, Salomé continuait de s'enfoncer dans un isolement inquiétant. Elle avait cessé de tenter de convaincre les autres, épuisée par les refus répétés. Mais au fond d'elle, la certitude demeurait intacte. Elle savait ce qu'elle avait entendu, et cette conviction devenait presque une obsession. Cette tension intérieure la fragilisait. Elle oscillait entre colère et doute, entre lucidité et confusion. Par moments, elle se demandait si elle n'était pas en train de perdre pied. Puis, une image, un mot, une intonation de Clara revenait, et tout redevenait clair, brutalement. Clara, de son côté, continuait d'évoluer avec une assurance déroutante. Elle ne percevait pas la gravité de la situation, ni l'impact réel de ses actes. Pour elle, il s'agissait d'un processus nécessaire, d'une étape vers une forme de vérité. Cette vision, aussi cohérente soit-elle dans son esprit, la plaçait en décalage total avec la réalité vécue par Salomé. Pendant ce temps, au lycée, Pablo tentait de retrouver une forme de normalité. Mais chaque regard, chaque silence lui rappelait ce qui s'était passé. Il comprenait désormais que ses actes avaient dépassé le cadre d'une simple erreur. Ils avaient eu des conséquences profondes, et il lui faudrait du temps pour les assumer. Chez Sabine, cette situation continuait de peser. Elle voyait bien que son fils était en train de changer, de prendre conscience de ses responsabilités. Mais elle savait aussi que ce type de prise de conscience s'accompagnait souvent de souffrance. Elle tenta de rester présente, sans imposer, laissant à Pablo l'espace nécessaire pour évoluer. Pendant ce temps, l'enquête franchissait un nouveau cap. Les équipes décidèrent de croiser les données de vidéosurveillance avec les déplacements connus d'Agathe. L'objectif était de reconstituer son parcours avec précision, d'identifier les moments clés où elle aurait pu agir sans être détectée. Les résultats furent troublants. Plusieurs correspondances apparurent, confirmant que la présence d'Agathe à des moments stratégiques n'était pas le fruit du hasard. Chaque déplacement semblait avoir une logique, une finalité. Et plus cette logique se dessinait, plus l'implication d'Agathe devenait évidente. Alex ressentit alors un mélange de tension et de détermination. Il savait qu'il se rapprochait de la vérité, mais il savait aussi que cette vérité allait provoquer un choc. Car Agathe n'était pas une inconnue. Elle faisait partie d'un cercle intime, et sa chute entraînerait celle de plusieurs certitudes. Aude, fidèle à sa méthode, proposa de préparer une confrontation, mais de manière indirecte. Il ne s'agissait pas encore de l'arrêter, mais de la tester, de voir comment elle réagirait face à certaines informations. Cette approche, risquée, pouvait permettre de confirmer leurs soupçons sans déclencher une fuite. Pendant ce temps, Agathe poursuivait son rôle auprès de Valérie avec une constance presque troublante. Elle parlait de départ, de reconstruction, d'un ailleurs où la douleur serait moins présente. Mais derrière ces mots se cachait une volonté de contrôle, une tentative de maintenir Valérie dans une bulle où la vérité ne pourrait pas pénétrer. Valérie, affaiblie, se laissait porter par cette idée. Elle avait besoin de fuir, de s'éloigner de ce lieu chargé de souvenirs. Et Agathe lui offrait cet échappatoire, sans qu'elle ne réalise qu'elle se rapprochait en réalité d'un isolement encore plus dangereux. Dans ce contexte, chaque personnage avançait sur une ligne fragile. Alain doutait, Baker agissait, Salomé s'effondrait, et Agathe manipulait. Ces trajectoires, en apparence distinctes, étaient en réalité liées par un fil invisible, prêt à se tendre jusqu'à la rupture. Au commissariat, la décision fut finalement prise d'accélérer le rythme. Les éléments accumulés étaient trop importants pour être ignorés plus longtemps. Il fallait agir, mais avec une stratégie claire, pour éviter toute erreur. Une réunion d'urgence fut organisée, réunissant les principaux acteurs de l'enquête. Alex prit la parole, exposant les faits avec une précision froide. Il insista sur la nécessité de garder le contrôle, de ne pas céder à la pression. Aude compléta en détaillant les prochaines étapes, notamment la mise en place d'une surveillance renforcée autour d'Agathe.
Ce plan, bien que solide, restait fragile. Car il reposait sur une hypothèse, qu'Agathe n'ait pas encore anticipé leur avancée. Et si ce n'était pas le cas, alors ils entraient dans un jeu bien plus dangereux qu'ils ne l'imaginaient. À cet instant précis, quelque chose changea imperceptiblement. Comme si l'équilibre instable qui maintenait encore les apparences venait de se fissurer. Et dans cette fissure, la vérité commençait à s'infiltrer, lentement, inexorablement. Personne ne le savait encore, mais le moment où tout basculerait était désormais proche. Très proche. Le moment où l'équilibre commença réellement à vaciller arriva sans prévenir, presque discrètement, comme ces instants qui semblent anodins avant de révéler toute leur portée. Au commissariat, les résultats croisés des analyses finirent par dessiner une trajectoire trop précise pour être ignorée plus longtemps. Agathe n'était plus une simple suspecte, elle devenait l'élément central autour duquel tout s'articulait. Alex sentit cette bascule avant même qu'elle ne soit formulée clairement. Ce n'était pas seulement une avancée dans l'enquête, mais un point de non-retour. À partir de là, il ne serait plus possible de revenir en arrière, ni d'ignorer les implications humaines de ce qu'ils allaient découvrir. Car derrière Agathe, il y avait Valérie, et derrière Valérie, un effondrement inévitable. Aude, toujours fidèle à sa rigueur, proposa d'organiser une première confrontation indirecte. L'objectif n'était pas encore d'arrêter Agathe, mais de provoquer une réaction, de tester ses défenses. Dans ce type de situation, les coupables commettaient souvent des erreurs lorsqu'ils se sentaient observés, même de manière subtile. Pendant ce temps, Agathe continuait d'évoluer dans son rôle avec une aisance presque dérangeante. Elle accompagnait Valérie dans ses gestes du quotidien, s'assurant que rien ne vienne perturber cette illusion de normalité qu'elle avait soigneusement construite. Elle parlait de départ, de repos, de la nécessité de tourner la page, comme si elle cherchait à accélérer un processus dont elle seule maîtrisait les contours. Valérie, affaiblie, ne remettait plus rien en question. Elle se laissait guider, portée par une fatigue émotionnelle qui la rendait vulnérable. Elle ne voyait pas les contradictions, ni les silences, ni les regards qui trahissaient autre chose. Elle voyait une amie, une présence rassurante, sans imaginer qu'elle était en réalité au cœur du piège. Ce décalage entre perception et réalité atteignait alors son paroxysme. Car plus Agathe se montrait présente, plus elle renforçait son emprise. Elle devenait indispensable, incontournable, au point de rendre toute remise en question presque impossible. C'était là toute la force de sa stratégie. Au même moment, Baker avançait vers la phase finale de son plan. Les échanges avec le procureur avaient permis de consolider certains éléments, de préparer une action qui pourrait, enfin, faire basculer la situation en faveur d'Alain. Mais cette avancée s'accompagnait d'une tension croissante. Il savait que le moment où tout serait révélé approchait, et avec lui, le moment où il devrait affronter le regard d'Alain. Cette confrontation, il ne pouvait pas l'éviter. Elle faisait partie du processus. Mais il redoutait ce qu'elle pourrait engendrer, au-delà même de l'enquête. Chez Alain, cette attente devenait insupportable. Il avait l'impression d'être suspendu dans un vide, incapable d'agir, incapable de comprendre. Chaque jour qui passait renforçait son sentiment d'injustice, son impression d'être abandonné. Et malgré les tentatives de Janet pour apaiser la situation, la rupture semblait inévitable. Dans un autre registre, Salomé atteignait un point critique. L'isolement, le doute, le rejet répété avaient fini par créer une fissure profonde dans sa perception du réel. Elle oscillait entre certitude et confusion, entre lucidité et perte de repère. Et dans cet état, le moindre élément pouvait faire basculer son équilibre. Elle repensa une nouvelle fois à Clara, à cette conversation qui avait tout déclenché. Les mots, les silences, les intonations. Tout lui revenait avec une précision troublante. Et pourtant, autour d'elle, personne ne validait cette réalité. Cette contradiction permanente devenait presque insoutenable. Clara, de son côté, restait enfermée dans sa propre logique. Elle ne percevait pas la détresse qu'elle provoquait, convaincue que le temps finirait par lui donner raison. Cette certitude, loin de l'apaiser, la rendait encore plus rigide, plus déterminée à maintenir sa position. Pendant ce temps, Pablo continuait de faire face aux conséquences de ses actes. Il observait Noura de loin, conscient que toute tentative de rapprochement serait vaine. Cette distance, imposée, devenait un espace de réflexion, mais aussi de culpabilité. Il comprenait, peu à peu, que certaines erreurs ne pouvaient pas être effacées. Noura, quant à elle, avançait avec une force qui impressionnait ceux qui la regardaient de près. Elle refusait de se définir par ce qui s'était passé, choisissant de reprendre le contrôle de son image, de sa dignité. Mais derrière cette détermination, une fatigue émotionnelle s'installait, discrète mais réelle. Au commissariat, la mise en place de la surveillance autour d'Agathe commença à porter ses fruits. Certains comportements, jusque-là passés inaperçus,
prenait désormais un sens nouveau. Des déplacements, des appels, des silences. Tout devenait suspect, analysé, interprété. Alex ressentit alors une tension particulière. Ce moment où l'on sait que la vérité est là, à portée de main, mais qu'il faut encore attendre, encore observer, encore vérifier. Cette attente, nécessaire, devenait presque insupportable. Mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de précipiter les choses. Aude, fidèle à sa méthode, insista sur la nécessité de rester dans cette phase d'observation. Elle savait que le piège était en train de se refermer, mais qu'il fallait éviter de l'activer trop tôt. Une erreur, à ce stade, pourrait permettre à Agathe de disparaître ou de détruire les dernières preuves. Pendant ce temps, Agathe commençait à percevoir une légère tension autour d'elle. Rien de concret, rien de visible, mais une sensation diffuse, comme un changement d'atmosphère. Elle observa, analysa, sans rien laisser paraître. Car si elle avait appris une chose, c'était à ne jamais agir dans la précipitation. Cette vigilance nouvelle marquait un tournant, car elle signifiait que le rapport de force était en train d'évoluer. Agathe n'était plus seule à anticiper. L'enquête, elle aussi, avait commencé à lire entre les lignes, à comprendre les mécanismes invisibles. À cet instant précis, tous les protagonistes étaient engagés dans une dynamique irréversible. Baker approchait du moment de vérité. Alain touchait ses limites. Salomé vacillait. Et Agathe, au centre de tout, commençait à sentir que quelque chose lui échappait. Le point de rupture n'était plus une possibilité. Il devenait une certitude. Et lorsque celui-ci surviendrait, il ne laisserait derrière lui que des fragments de vérité, des relations brisées, et une réalité que plus personne ne pourrait ignorer. À ce moment-là, tout sembla s'accélérer, comme si les événements, longtemps contenus, avaient décidé de surgir en même temps. Au commissariat, la pression était palpable. Les dernières analyses, les croisements de données et les observations discrètes convergeaient vers une seule conclusion possible. Agathe n'était plus seulement suspectée, elle était désormais au centre d'un dispositif prêt à se refermer. Alex, habituellement maître de lui-même, ressentait une tension inhabituelle. Il savait que la prochaine étape serait décisive. Il ne s'agissait plus simplement de comprendre, mais d'agir. Et dans ce passage à l'action, chaque seconde pouvait faire la différence entre une arrestation propre et une erreur irréversible. Aude, fidèle à sa méthode, proposa de structurer l'intervention avec une précision absolue. Elle voulait éviter toute improvisation, toute faille dans le dispositif. Car face à quelqu'un comme Agathe, la moindre approximation pouvait être exploitée. Et cette fois, il n'y aurait pas de seconde chance. Pendant ce temps, Agathe continuait d'évoluer dans son environnement avec une maîtrise impressionnante. Pourtant, quelque chose avait changé. Une tension diffuse, presque imperceptible, s'était installée. Elle ne pouvait pas encore l'identifier clairement, mais son instinct lui signalait que l'équilibre fragile qu'elle avait construit était en train de vaciller. Elle observa davantage, parla moins, ajusta ses gestes. Cette vigilance nouvelle témoignait de son intelligence, mais aussi de sa lucidité. Elle savait que les choses pouvaient basculer à tout moment. Et dans ce type de situation, la survie dépendait de la capacité à anticiper. Valérie, quant à elle, restait enfermée dans une bulle dont elle ne percevait pas les fissures. Elle continuait de s'appuyer sur Agathe, de lui faire confiance, sans imaginer que cette confiance était précisément ce qui la maintenait dans l'illusion. Ce lien, autrefois sincère, était devenu un instrument de manipulation. Dans ce contraste, toute la tragédie de la situation apparaissait. Car lorsque la vérité éclaterait, ce ne serait pas seulement une révélation, mais un effondrement. Une chute brutale, sans filet, où chaque souvenir serait remis en question, chaque moment partagé reconsidéré. Au même moment, Baker atteignait le point culminant de son plan. Les éléments étaient enfin réunis pour permettre une avancée décisive. Mais cette avancée impliquait de révéler ce qu'il avait gardé secret jusqu'ici. Et avec cela, de faire face aux conséquences humaines de son silence. Il savait que le moment de vérité avec Alain était inévitable. Cette confrontation, il ne pouvait plus la repousser. Elle faisait partie du processus, aussi douloureuse soit-elle. Car au-delà de l'enquête, c'était leur relation qui était en jeu. Chez Alain, la tension avait atteint un niveau critique. Il n'attendait plus, il ne cherchait plus à comprendre. Il était prêt à rompre, à tourner la page sur une amitié qu'il considérait désormais comme brisée. Et pourtant, au fond de lui, une part de doute persistait encore, fragile, presque invisible. Janet, témoin de cette évolution, comprenait que le moment était venu. Elle ne pouvait plus apaiser, plus temporiser. Elle devait laisser les choses se produire, espérant que la vérité, une fois révélée, permettrait de réparer ce qui pouvait encore l'être. Dans un autre registre, Salomé atteignait un point de rupture silencieux.
L'accumulation des doutes, des rejets, des incompréhensions avait créé une fatigue profonde. Elle ne cherchait plus à convaincre, mais à comprendre ce qui lui arrivait. Et dans cette quête, elle se retrouvait seule. Clara, toujours convaincue d'avoir agi pour le bien, ne percevait pas cette bascule. Elle restait fidèle à sa logique, sans voir que la situation lui échappait peu à peu. Ce décalage entre intention et réalité devenait de plus en plus dangereux. Au lycée, Pablo observait de loin les conséquences de ses actes, sans pouvoir intervenir. Il comprenait désormais que certaines erreurs ne se corrigeaient pas, qu'elles laissaient des traces durables. Cette prise de conscience, douloureuse, marquait une étape importante dans son évolution. Noura, elle, continuait d'avancer avec une détermination impressionnante. Elle avait repris le contrôle de son image, de sa dignité. Mais cette force avait un coût. Une fatigue, discrète mais réelle, s'installait, rappelant que même les plus solides pouvaient vaciller. Au commissariat, le signal fut finalement donné. L'opération pouvait commencer. Chaque membre de l'équipe connaissait son rôle, chaque étape avait été anticipée. Il ne restait plus qu'à agir, avec précision, sans laisser place à l'improvisation. Dans cet instant suspendu, tout se jouait. Les regards se croisèrent, les respirations se synchronisèrent. Puis le mouvement s'enclencha. Une mécanique froide, efficace, destinée à mettre fin à un jeu qui avait trop duré. Agathe, de son côté, sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas un détail précis, mais une accumulation de signaux faibles. Une présence, un regard, une tension dans l'air. Elle comprit alors que le temps lui échappait. Ce moment, elle l'avait envisagé, sans jamais croire qu'il arriverait si vite. Elle tenta de garder le contrôle, de maintenir son rôle. Mais au fond d'elle, une certitude s'imposait, le piège se refermait. Et lorsque les enquêteurs se présentèrent, lorsque les regards cessèrent d'être neutres pour devenir accusateurs, tout bascula. Le masque, si soigneusement construit, commença à se fissurer. Les mots devinrent plus rares, les gestes plus hésitants. Dans ce face-à-face, toute la vérité se tenait là, prête à éclater. Et avec elle, les conséquences de chaque mensonge, de chaque manipulation, de chaque décision prise dans l'ombre. À cet instant précis, plusieurs vies basculaient en même temps. Alain, encore dans l'ignorance, était à quelques pas d'être blanchi. Baker s'apprêtait à révéler son plan. Valérie allait découvrir la trahison la plus intime. Et Agathe, au centre de tout, voyait son monde s'effondrer. Rien ne serait plus comme avant.